Eh bien, salut la compagnie, bienvenue sur le Baratéo. Aujourd'hui, émission sur les terrains. On va essayer de voir leurs propriétés et mettre en situation ces terrains. Donc on voit qu'il y en a 8. La forêt, le tas de cadavres, le marais, le mur en ruine, le barral, la palissade, le pieu et la haie. Donc on voit que ces 8 terrains ont des mots-clés différents. Bloc ligne de vue, couvert, dangereux, destructible, difficile, travaux, fortifié, infranchissable, motivant et terrifiant. Le tas de cadavres a deux caractéristiques. Terrifiant tout d'abord, donc dans un rayon de 6 pas tout autour, à courte portée, toutes les unités ont -1 à leur lancer de test de morale. Pour rappel, le test de panique est un test de morale particulier. Et là, dans l'exemple, les gardes Lannister ont un moral de 7, ils passaient à 8 avec le tas de cadavres, ils font 9, ils l'ont donc réussi. La deuxième capacité du tas de cadavres est d'être entravant. Entravant, c'est une capacité qui se déclenche lors d'une charge. Si l'attaquant traverse, termine son mouvement de charge à travers le tas de cadavres, il ne gagne pas de bonus de charge. Alors le bonus de charge, c'est la relance des dés en attaque, en charge. Alors le petit effet de l'entravant aussi, pour vous, vous pouvez capitaliser dessus et essayer de vous en tirer le mieux, c'est de vous placer même de manière partielle dans l'entravant. De sorte que lorsque l'adversaire va vous charger, quand il va s'aligner, va finir quand même une partie de son socle dans l'entravant et donc n'aura pas sa relance de charge. Voilà. Ça peut éventuellement vous permettre, en vous plaçant bien, peut-être de faire profiter de l'entravant à 2 unités, ou en tout cas, dans certaines situations où vous êtes un peu contraint sur votre manœuvre, de bénéficier quand même de l'entravant lorsqu'on vous charge. Voilà. Là, vous avez bien vu que la cavalerie pouvait éviter sur la charge l'entravant, mais avec le réalignement qui fait partie de la charge, il ne pourra pas éviter d'être victime, on va dire, de l'effet entravant. Voilà. À partir du moment où vous avez un peu plus de 50% de votre plateau, de votre face qui est couvert par le terrain, vous allez en bénéficier. Après, il y a l'exemple, il y a la charge. On voit aussi qu'il y a le test de panique subséquent qui est octroyé, modifié par le tas de cadavres. En l'occurrence, une suprématie de ces villes Lannister, enfin ville, ça dépend. On se place de quel côté du tas de cadavres on se situe pour le coup. Mais voilà. Le marais. Le marais, donc grosse pièce d'éléments de décor, qui a 2 mots-clés, difficile et entravant. Alors, difficile. Difficile, ça soustrait 1 à tout déplacement qui passe par cet élément de terrain. Ça marche sur les mouvements. Alors, il faut prendre en compte que c'est le mouvement total, pas -1 à la caractéristique de mouvement. Si vous faites une manœuvre avec des gardes Lannister, donc vous avez un mouvement de 4, avec le marais, vous avez un mouvement de 3. Si vous faites une marche avec les gardes Lannister, vous êtes sur un mouvement de 4, votre marche devrait faire 8, et vous n'enlevez que -1. Donc au lieu de faire 8, vous feriez 7. Et dans le cadre d'un shift, qui est un décalage, si vous shiftez dans le marais, eh ben, au lieu de faire un shift de 2, si vous avez un shift de 2 pour une unité de tireur, vous ne shifterez que de 1. Dans le cadre de cartes qui vous donnerait un shift de 3, vous auriez un shift de 2. Ça, c'est pour la règle difficile. Et l'entravant, on vient de le voir avec le tas de cadavres. Si vous êtes trop loin, par exemple, vous voulez vous ruer vers le marais pour vous protéger parce que vous savez qu'il y a des unités qui vont vous charger, il n'est pas forcément nécessaire, si vous êtes en face de l'unité dont vous pensez qu'elle va vous charger, d'être directement sur le marais. L'effet de l'entravant, de toute façon, viendra que même si l'arrière de l'unité qui va vous charger s'aligne dessus. Donc il suffit d'avoir à peu près dans l'idée la profondeur d'une unité, là en l'occurrence de la cavalerie, et d'être entre votre unité et l'élément de décor entravant
plus près que cette distance-là. Ainsi, la cavalerie viendra, quoi qu'il arrive, à l'issue de son mouvement, toucher l'entravant, et dans ces cas-là, il n'aura pas le bonus de charge. En revanche, il n'aura pas son -1 non plus à la charge, puisque sa charge, elle, n'est pas passée par le marais. Mais l'effet d'entravant, vous en bénéficierez quand même. Donc si les décors sont au milieu de la table, que vous avez suffisamment de distance pour marcher et vous retrouver avec une distance entre votre unité et l'élément entravant inférieure à la profondeur de l'unité dont vous pensez qu'elle va vous charger, vous bénéficierez de l'entravant. Voilà. Même si elle arrive à contourner sur son mouvement de charge, l'alignement et le fait de bien être dans l'axe de l'élément décor devrait vous permettre d'avoir ce petit bonus-là pour vous et ce petit malus pour l'adversaire. Et des fois, ça peut faire la différence entre une unité vivante et une unité morte. Maintenant, nous passons au pieu. Attention, les solos, planquez vos loups. Alors, lui, il a une caractéristique particulière, c'est le seul à l'avoir, c'est dangereux. Ce mot-clé stipule que quand des unités effectuent des actions à l'intérieur de cet élément de terrain, on subit un D3 plus une blessure, donc des morts directes, avant la résolution de cette action. Donc, une action, c'est un pivot. Vouloir les détruire si on était dedans, une retraite dedans. Tout ce qui est action va vous coûter des blessures avant la résolution de l'action. Ça, c'est une première chose. Et les mouvements sont valables aussi, c'est-à-dire vous passez à travers, vous arrêtez pas, mais vous passez à travers, D3 plus 1. Un pivot qui ferait le tour sans le toucher à la fin du mouvement, eh bien vous prendrez quand même les blessures. Donc c'est-à-dire que si vous êtes face à des pieux, vous êtes très mal. La seule option que vous avez, c'est de la casser, parce que si vous voulez par exemple reculer, les unités ne bougent pas en arrière. Il faut faire un pivot et s'orienter vers le fond. Du coup, vous passez sur le pieu. Donc le mieux, si vous êtes face à ça, c'est de le casser. Et vous pouvez le casser justement parce qu'il a la deuxième caractéristique qui s'appelle destructible. Il faut être dans les impacts de cet élément de décor et au prix d'une action d'attaque, alors que ce soit sur l'activation de votre unité, que ce soit lié aux épées sur le tableau politique, ou une carte du style ordre d'assaut où nous ne semons pas, ce genre de carte-là qui vous offre une action d'attaque, vous pouvez détruire cet élément de décor. Il n'y a pas besoin de ligne de vue. C'est-à-dire qu'il est sur le côté, il est derrière. Tant que vous êtes à un pas, n'importe quelle partie de votre plateau est à un pas de cet élément, vous pouvez le détruire avec une action de mêlée. Voilà. Notez aussi que si vous êtes engagé avec une unité et que vous avez un pieu à côté, normalement vous devez attaquer, mais vous pouvez utiliser votre attaque pour casser le pieu. Ça vous évite de taper l'unité ou de retraiter. Sur le mot-clé dangereux, à noter que lorsque vous chargez, vous ne prenez qu'une seule fois les dommages. Si vous chargez à travers des pieux, à travers un élément dangereux, en l'occurrence des pieux, vous déclarez votre charge, vous résolvez votre charge, et avant de taper, vous enlevez vos pertes, mais vous le prenez qu'une fois. Petite combo de cypherienne, salut Corentin, avec les pieux, si vous avez des unités qui ont provocation ou taunt, et qu'il y a des pieux sur la table, ou que vous avez pu poser des pieux, vous avez peut-être des petits tricks à faire avec, qui peuvent être assez pénibles. Puisque, pour rappel, taunt, c'est provocation. Quand une unité à short range en face de vous s'active, elle doit faire un test de morale, avec -1 par rang qui vous reste. Si elle le rate, elle est obligée de vous charger. Si elle le peut. Donc, généralement, une unité d'infanterie vous voit, elle va s'activer, mais elle est sur un objet, vous êtes aussi sur un objet, il y a un pieu entre vous. Ça, c'est le scénario. Voilà. Et ben, le but, c'est de forcer l'unité d'en face à quitter son objectif et en même temps à vous charger à travers des pieux. Donc, elle, malus, hein, enfin dégâts. Vous, unité défensive, donc ça va être bien, vous êtes dans votre rôle. Si elle prend beaucoup de dégâts, elle ne vous contestera pas. Elle a quitté son objet, et puis là, en l'occurrence, avec des gardes, vous faites une petite suprématie Lannister, ça fait jamais bien à l'adversaire. Donc ça peut être une opération tout bénef pour vous si vous arrivez à le poser. En général, on voit peu de taunts sur les tables. Les décors ne sont pas tout le temps choisis. Ça peut être c'est un petit tricks, voilà. Donc le pieu toujours, on peut aussi y mettre l'objectif dessus. On fait perdre du temps à l'adversaire parce que tant qu'il n'a pas cassé les pieux, s'il veut y aller, ça va lui coûter quelques wounds, quoi.
Et si vous avez bien placé l'objectif et le pieu, vous pourrez même charger dans l'objectif où il y a le pieu, sans toucher vous-même le pieu, et donc du coup si l'unité l'a pris sans détruire le pieu, vous le chargez pour lui faire des dégâts, et lui s'il veut faire quelque chose, vous tapez, il prend les pieux, retraitez, il prend les pieux, détruire les pieux, il prend quand même l'effet des pieux. Donc l'objectif déborde légèrement du pieu, et que vous ayez bien sûr le bon côté, voilà, qui n'est pas détruit le pieu. Mais même s'il n'y va pas directement et qui détruit le pieu, ben c'est du temps gagné pour vous. Et à ce jeu-là, du temps, ça peut aussi faire la différence entre une défaite et une victoire. Le muret, il a 3 mots-clés, 2 qu'on a déjà vus, et un qui est nouveau, c'est fortifié. Donc le mot-clé fortifié, les unités qui traversent cet élément de décor ou qui terminent leur déplacement au cours d'une charge, ça s'active au cours d'une charge. Donc lorsqu'elles portent leur attaque sur le défenseur, celui-ci gagne +1 à ses défenses contre cette attaque. La seconde capacité, c'est entravant, mais on l'a déjà vu. Puis destructible, on vient de le voir avec les pieux. Donc bon petit élément défensif, s'il en est. Nous passons maintenant à la forêt. La forêt, c'est le paradis des solos et des archers, enfin, quand on est dedans. Elle a 2 mots-clés. Couvert tout d'abord, donc lorsque vous tracez les lignes de vue d'une attaque à distance, si vous êtes hors de la forêt, votre ligne de vue ne peut pas traverser la forêt. Comme vous voyez, les arbalètes-réducteurs ne peuvent pas tirer sur le solo parce qu'il est caché par la forêt. En revanche, l'unité qui est à la droite du solo peut se faire tirer dessus parce qu'il y a une partie de la ligne de vue qui longe la forêt et qui les voit. Ça, c'est si vous êtes à l'extérieur. Si vous êtes dedans, vous n'êtes pas handicapé par les effets du couvert. Vous voyez sur l'exemple, vous êtes dans la forêt, mais vous pouvez tirer sur les 2 unités. Enfin, on l'a vu à l'instant que on pouvait, quand on était dedans, tirer de manière assez safe. Et bien, pour recevoir les tirs, c'est un peu la même chose. La forêt bloque les lignes de vue si vous n'êtes pas dedans, mais si vous avez un solo, vous avez des capacités pour vous en prémunir des tirs qui pourraient venir à travers la forêt. Simplement, il suffit de se placer bien derrière. Si on met le solo directement dans la forêt, là vous êtes tranquille. Il ne peut rien vous arriver. L'unité de tir ne pourra jamais venir vous chercher parce que de toute façon, il n'y a aucun espace de votre socle qui dépasse de la forêt et donc aucune ligne de vue possible tant que les tireurs ne sont pas eux-mêmes dans la forêt. Voilà. Donc là, vous êtes protégé ad vitam aeternam, enfin en tout cas pendant un certain temps, de tous les tirs qui pourraient venir vous faire des dommages. C'est simplement la protection maximale octroyée par la forêt par rapport au solo. Autant le solo a une protection maximale quand il est dans la forêt, autant l'infanterie, c'est différent. Ne serait-ce que parce que le socle est plus profond. Donc là, on voit déjà quand même qu'une infanterie bien positionnée dans une forêt qui fait face au tireur, vous avez une protection. Cela dit, dès que le tireur va commencer à s'écarter pour trouver de l'angle, cette protection-là, elle n'existera plus, forcément, s'il arrivera à tracer des lignes de vue sur vos flancs. Deuxième mot-clé de la forêt, c'est fortifié. Mais on vient de le voir, c'est sur les mêmes règles que le muret. Donc se fortifier, on l'a vu, vous met +1 à l'armure. Donc ce qui peut être sympathique pour vous, si vous avez une unité d'infanterie, vous savez que vous allez vous faire charger, c'est de monter suffisamment fort dans la forêt pour que au moins 3 de vos 4 faces soient couverts à plus de 50% par cette forêt. Ce qui vous permettra, quoi qu'il en soit, d'avoir le +1 en armure. Et donc d'annuler une partie de l'effet de la charge de flanc. Voilà. C'est pas négligeable. Quand on se prend une unité qui vient nous mettre -1, d'avoir +1, au moins on reste avec son armure de base. Et ces petites pertes qui ne sont pas prises font certainement la différence. En tout cas, c'est des bonus que vous pouvez avoir gratuitement si l'élément de décor est sur la table. Donc, il ne faut pas s'en priver si vous pouvez le faire. La palissade. Voilà, 3 mots-clés. Destructible, vous le connaissez. Les 2 autres, ils sont nouveaux et propres à la palissade. Bloque la ligne de vue. On va prendre le cas d'une unité de tir. Si la ligne de vue de cette unité de tir devait passer à travers la palissade,
On considère que la ligne de vue est bloquée. Ça porte bien son nom, ça bloque les lignes de vue. On ne peut pas tirer à travers. Ça bloque les lignes de vue, mais ça bloque aussi les lignes de vue des autres unités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus charger une unité qui se trouverait derrière parce qu'on ne la voit pas, tout simplement. Quand même elle serait un peu décalée. Si jamais votre ligne de vue passe à travers la palissade et est obstruée par la palissade, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Infranchissable. Ça aussi c'est pareil, hein, c'est très simple, ça dit son nom, on ne peut pas le franchir. Donc vous ne pouvez pas passer à travers, vous ne pouvez pas marcher à travers, charger à travers, finir dessus, c'est pas possible. Vous avez le droit de pivoter. La fin de votre pivot n'est plus sur la palissade, ça vous pouvez faire. Voilà. Par contre, vous ne pouvez pas commencer une manœuvre qui vous amènerait à la fin du premier pivot de la manœuvre, chevaucher la palissade et après vous déplacer pour sortir de la palissade. C'est pas possible. Voilà, et puis il est destructible, ça vous connaissez le mot-clé. Dans cet exemple-là, positionné comme ça, toujours avec un peu plus de 50% de votre plateau couvert, la charge est impossible. Vous n'êtes pas chargeable. Parce que l'alignement de l'unité qui viendrait vous charger mordrait, entre guillemets, sur la palissade. Et donc, c'est pas possible, elle n'a pas le droit. Donc, vous ne risquez pas les charges quand vous êtes positionné comme ceci sur une palissade. Pareil, même principe, si vous gardez un peu de distance, mais la distance toujours inférieure entre la palissade et votre unité par rapport à la profondeur de l'unité qui va vous charger, même principe. Il pourrait avoir les 50, mais c'est son arrière qui va le bloquer. Même principe que forêt et vu qu'elle bloque les tirs, vous calez votre solo derrière, toujours lui, vous y tenez à votre solo, pas qu'il meure, il ne peut pas prendre les tirs, voilà, mais il faut vraiment le caler. Après, comme toujours, c'est soumis à la capacité de décalage ou alors à des unités qui n'ont pas besoin de ligne de vue. Vous les avez là, les archers Stark, la baliste et la catapulte. Mais dans le cadre du solo, la catapulte ne pouvant pas tirer sur les solos, vous êtes déjà tranquille. Par contre, vous pouvez prendre un coup de baliste ou un coup d'archer Stark. Ça, c'est possible. La palissade peut servir à autre chose aussi. Vous avez la possibilité de bloquer un pion d'objectif avec cette palissade. Il suffit d'utiliser pour cela la petite alcôve, on va dire, une zone concave, qui a sur le gabarit de la palissade et de coller votre objectif à ce petit creux. Une fois que vous avez fait ça, votre objectif respecte la règle puisqu'il n'est pas posé sur le décor, il touche, mais vous ne pourrez jamais le recouvrir parce qu'une unité, comme vous voyez sur l'image, ne pourra pas recouvrir totalement l'objectif sans aller sur la palissade. Et comme c'est interdit, voilà. Alors ça fonctionne dans les scénarios où il faut totalement recouvrir l'objectif. Les scénarios où il faut juste le toucher, effectivement ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais ça peut vous permettre de ralentir la prise d'un objectif sur le champ de bataille. C'est une des possibilités. La palissade vous permet aussi, au-delà de bloquer les objectifs, de bien protéger vos unités, notamment vos flancs. On sait que les charges de flanc ont tendance à faire beaucoup de dégâts. Une palissade bien placée peut vous prémunir d'une charge dévastatrice, au moins sur un flanc. Voilà. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que le petit mouvement vous a complètement protégé d'une charge de flanc sans grande difficulté. Et l'adversaire sera forcément obligé de vous charger de front, là où vous êtes un peu plus fort. La palissade ici, mais même le pieu sur des solos, là la palissade c'est assez évident, c'est d'obliger à canaliser les unités sur le centre de la table et les obliger d'éviter de faire les bordures. Bien sûr, toujours la détruire, mais c'est de perdre du temps. Sinon, là, dans le cas de cette unité, la montagne à cheval devrait soit repiquer au centre, soit prendre une action pour casser la palissade. Sinon, elle ne peut pas bouger. On passe à l'autre élémentaire, la haie. Alors la haie, elle a des mots-clés qu'on a déjà vus. Donc difficile, couvert et destructible. Cas pratique, vous avez un solo ou une tête de tir, vous êtes de l'un ou l'autre côté de la haie. Et donc cette situation se présente. Là, en l'état, les tireurs ne peuvent pas tirer sur le solo parce qu'il est protégé. Donc si après ils shift à droite ou à gauche, leur angle de tir longe la haie,
et mes touches le solo. Donc là, le tir est possible. Une possibilité pour protéger un peu mieux le solo est d'une, d'avoir un peu plus de distance avec le tireur et d'être plus près de la haie. Voilà. Parce que du coup, vous élargissez l'angle et ça devient plus compliqué d'aller pouvoir trouver le solo dans une configuration où on est à peu près face à face. Si jamais les tireurs étaient légèrement décalés plus bas, avec un peu plus d'angle, ils pourraient trouver l'angle. Voilà. Le barral, donc c'est une belle pièce de décor aussi. Elle a une seule règle, motivant. Donc c'est l'inverse du tas de cadavres qu'on a vu en début, à savoir qu'il y a +1 à tous les lancers de test de morale. Sachant que si vous êtes entre un barral et un corpse pile, et bien vous avez +1, -1, les deux bonus s'annulent. Et si vous êtes à portée de 2 barrals, ben vous n'avez pas +2 en revanche. Les capacités ne s'accumulent pas. Donc là, on parle d'un autre élément de décor. Celui-là, vous n'avez pas à le choisir, c'est le bord de table. Le bord de table aussi a quelques propriétés. La première est d'être infranchissable, donc traitez-le comme une palissade en fait. Vous pouvez pivoter à condition de finir votre pivot totalement à l'extérieur. Mais là, dans ce cas-là, ça, vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire, vous voudriez par exemple faire une manœuvre, ben, vous ne pouvez pas finir commencer votre pivot, finir votre pivot en dehors de la table et manœuvrer. Ça, c'est pas possible. Bon, ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les terrains. Elle ne se veut pas exhaustive parce que je n'ai pas la science infuse. Elle se veut surtout à destination des débutants qui se demandent un peu comment utiliser ces terrains ou trouver quelques nouveaux usages ou en tout cas d'autres perspectives, peut-être des choses que vous n'auriez pas vues. Donc on espère qu'elle aura été instructive. Si vous avez des commentaires, des observations, des contestations ou des choses dont vous pensez qu'on a mal interprété la règle ou expliqué la règle, n'hésitez pas. Laissez-les en commentaire, on y répondra et le cas échéant, on amendera la vidéo si c'est nécessaire et qu'on a fait quelques biscuits, comme on dit. En tout cas, on vous remercie de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Mettez des pouces bleus sous la vidéo et puis... Salut la compagnie.